Ici Captain Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Le champ de bataille peut être un endroit chaotique. Il y a des chars d'assaut, de l'artillerie, des avions d'attaque, des choses qui explosent partout. Un contrôleur intra-armé de la finale d'attaque, aussi connu sous le nom de JTAC, peut avoir une influence considérable sur le champ de bataille. Au milieu de tout ce chaos, le travail d'un JTAC est de s'assurer que les bombes vont où elles doivent aller. Le capitaine Jonathan Gilbert fait partie du 5e régiment d'artillerie légère du Canada et il va nous conter comment ça fonctionne. Bienvenue au balado! Bonjour Alain, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour discuter d'une passion à moi. Ouais, puis c'est vrai que les gens sont passionnés du sujet. Donc, qu'est-ce que ça fait un JTAC? À la base, notre emploi, la raison d'être d'un JTAC, la règle d'or, si on veut, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apporter sur le terrain, là, mais la règle d'or, c'est la coordination des frappes aériennes. L'affaire qu'on est entraîné à faire, c'est de faire la différence entre les forces amies et les forces ennemies. C'est là vraiment notre raison d'être, la raison pourquoi qu'on s'entraîne, pourquoi qu'on va être attaché à un commandant terrestre et pourquoi qu'on prend notre temps à analyser les munitions. C'est vraiment de s'assurer que, un, on détruit les objectifs, et de deux, qu'il n'y a aucun impact à nos forces amies, ou au minimum qu'ils savent qu'il va y avoir quelque chose. Après ça, dans la plus grosse image de la chose, c'est vraiment maximiser les effets sur le terrain. On va parler de synchroniser des effets pour ceux qui savent un petit peu un assaut terrestre, qu'est-ce que ça a de l'air. On parle, les chars avancent, l'infanterie débarque, l'artillerie tombe. Ben, les avions, eux, peuvent emporter leur morceau de la tarte. Puis ils peuvent n'emporter les munitions. Là. Fait que moi, mon rôle là-dedans, la tâche secondaire, une fois que je m'assure que les amis sont sécuritaires, c'est d'apporter une autre couche pour vraiment maximiser les effets sur l'objectif, puis afin de faciliter la tâche de le prendre. Je pourrais dire dans l'exemple plus traditionnel, là, il y a des exemples beaucoup plus spécifiques, mais grosso modo, là, c'est ça que ça a l'air. Fait que si on imagine un champ de bataille, il y a des soldats à l'avant, ils tirent peut-être sur des ennemis, il y a des objectifs en profondeur, il y a des commandants, il y a des chars d'assaut, des choses comme ça. Où est-ce que vous vous retrouvez dans le champ de bataille? Pour moi, il y a toujours eu deux réponses. Il y a la réponse traditionnelle, étant donné que je suis hébergé avec l'artillerie. La raison pourquoi on est hébergé avec l'artillerie, c'est que souvent, en paire, l'artillerie et les jets, les avions qui dropent des bombes, eux, vont être considérés dans la catégorie d'appui-feu. Fait que, sous le terrain, traditionnellement, le SIFA, ben, comme il m'a appelé le JTAC, afin que le monde reconnaisse qui qu'on est, le JTAC va être attaché avec l'observateur avancé d'artillerie. Par contre, dans certaines situations, la règle d'or tient que ça va être le JTAC qui va faire ses recommandations. Exemple, dans des opérations urbaines, ben, l'observateur avancé d'artillerie ne sera peut-être pas aussi proche des bâtiments, il va avoir les yeux ailleurs. Mais les avions, par contre, eux, peuvent engager dans des bâtiments avec des munitions de précision. Fait que moi, je vais peut-être recommander au commandant, « Hey, je veux être attaché à ton poste d'observation qui regarde le flanc est du petit village parce qu'à la fin de la journée, c'est là ta grosse inquiétude pour l'opération. » Fait que je peux recommander au commandant d'être séparé de l'observateur avancé d'artillerie. Et de même que là, ça peut varier. Fait que ça peut être à côté du commandant terrestre, ça peut être avec un élément en observation dans une autre position. Ou le rôle un petit peu moins traditionnel, on va embarquer dans ce qu'on appelle, nous, le TOC, le centre d'opération tactique, entre autres. Fait que beaucoup plus style carte sur une table, discuter autour d'une table puis faire des strings. Ça arrive beaucoup moins dans ce qu'on joue traditionnellement, mais c'est un rôle aussi qu'on peut jouer, là. Fait qu'au niveau de disposition sur le terrain, il y a la réponse traditionnelle et toute autre réponse est bonne selon la recommandation du JTAC, si on veut. Fait que vraiment, c'est une collaboration entre le commandant sur le terrain et vous, disons, l'expert dans le domaine, de déterminer où est-ce que vous pouvez avoir le meilleur impact sur le champ de bataille ou où est-ce que vous pouvez avoir la meilleure information pour pouvoir considérer les aspects qui sont importants pour votre tâche. Exact. Tu sais, c'est vraiment dans le nom. Interarmé, ben c'est ça le but, c'est on s'intègre avec le commandant terrestre. On va s'intégrer où qu'on recommande et à la fin de la journée, on va être là. On va faire notre job. Comment est-ce que vous le faites? C'est quoi le processus JTAC?
Vous allez voir que, comme toute belle chose dans l'armée, c'est un processus, c'est une machine. Grosso modo, il va y avoir une phase préparatoire, comme tout beau élément. Je vais recevoir les ordres du commandant terrestre, je vais avoir ses priorités. Je vais aussi recevoir le côté de l'aviation. Bâtir la connaissance situationnelle, savoir dans quelle mission que je m'embarque, etc. Tu sais, priorités, etc., mes intentions. Fait que je vais faire la coordination. Pour passer à la frappe, on commence en premier, on établit l'information qu'on a de besoin. Je vais dire à l'avion la situation, elle, qu'elle arrive. Fait que le pilote arrive sur le terrain. Voici la situation, menace aérienne. Par la suite, je reçois son information. Moi, je commence à faire ma planification en arrière-plan. Et, OK, j'ai, exemple, F-18 qui vient juste d'arriver. Il y a ce type de mission. Voici ce qu'il peut faire pour moi. Moi, je dis au boss, au commandant terrestre, j'ai 2 fois F-18. Ils sont capables d'engager tel genre d'affaires. Ça n'a pas varié. En général, je sais déjà que le commandant terrestre va vouloir engager une position creusée. Exemple, OK, lui, il a des chars lourds creusés. Moi, je vais lui dire, parfait, le F-18 a des munitions pour engager ça. Il va me dire oui, je reviens à l'avion. Et après ça, ça commence avec beaucoup plus technique. Là, on va tomber beaucoup plus dans comment l'exécution va avoir lieu. Fait que le plan de match, on va parler de le style de l'attaque. Fait que il y a des types d'attaque qu'on va conduire. Fait qu'un exemple, un type 1, c'est que moi, je vais avoir observation sur la cible, l'avion va avoir observation sur la cible. Et je vais pouvoir analyser si bel et bien le pilote va conduire la frappe sur la bonne cible. Fait que pour la sécurité des forces amies, très positif. Exemple, pour un style de frappe dans une situation plus complexe. Après ça, je vais dire type d'ordonnance qu'on va utiliser. Si on fait plusieurs bombes, je vais lui donner un intervalle. On vient juste donner, en beau terme, un SMESC. Fait qu'une petite situation, une petite mission, quel genre de munitions qu'il va utiliser. Quelle considération vous donnez en termes d'utiliser les munitions qui sont disponibles? Ça, c'est une très longue liste. On a des styles de munitions. Fait qu'on va avoir des bombes, on va avoir des missiles, on va avoir des guns. Entre autres, là, c'est pas mal les 3 grosses catégories qu'on va avoir là-dedans. À part les guns, bien sûr, il n'y a pas de guidage. On parle, classique carabine de chasse. Là. On parle d'un gun monté sur un avion. Là, fait qu'il n'y a pas de guidage là-dessus. Par contre, les missiles puis les bombes, eux, ont le système de guidage. Puis ça va déterminer l'affaire. Par contre, il y a 2 facettes à ça. Il n'y a pas juste le guidage. Il y a aussi comment que la bombe est conçue. Je vais m'éloigner un peu des bombes. Je vais me concentrer un petit peu sur les missiles parce que les missiles, eux, sont plus intéressants quand on commence à discuter de ça. Il y a des missiles qui sont conçus pour engager des chars lourds, exemple. Enfin, des multicharges. Ceux qui sont familiers un peu avec l'idée d'engager des chars, que la première charge va désactiver tout ce qui est anti-explosion. C'est ça. Puis après ça, la deuxième charge va pénétrer. Fait qu'il y a des missiles qui font ça. Comme que si je veux vraiment pas faire du dommage collatéral, entre autres, je veux pas endommager les bâtisses alentour de la cible, les routes, etc., ou je veux pas faire de dommages aux ennemis, il y a des missiles qui n'ont même pas d'explosifs dedans. Les Américains ont fait de quoi avec des, on dirait des katanas qui sortent des côtés du missile. J'ai entendu parler de cette affaire-là. C'est fou, cette munition-là. C'est une bombe à épée. Oh, exact. Eux autres, ils ont dit, parfait, je veux pas d'explosion. Fait que c'est quoi la meilleure affaire? Ils ont dit, on va mettre des katanas sur le côté, puis je pense que ça marche. Ouais. Puis finalement, ça marche très bien. Puis oui, j'ai discuté avec des opérateurs. En général, c'est les drones qui utilisent ça. Des opérateurs qu'eux m'ont dit, moi, le missile, le toit ouvrant du char, là, je rentre dans le toit ouvrant, là, puis je garde l'explosion à l'intérieur du char. Fait que pour revenir à quel genre de questions que je vais me poser à moi pour utiliser quel type de munitions, en général, c'est ces 2 catégories-là que je vais regarder. Je vais regarder le type de guidance et ensuite, qu'est-ce que la bombe est conçue pour faire? Est-ce qu'elle est conçue pour détruire des chars? Est-ce qu'elle est conçue pour rentrer dans un bâtiment, se couler dans le sous-sol, éclater, puis juste faire tomber l'immeuble dessus? Tu sais, genre, il y a des effets spécifiques que je vais regarder. Ça, c'est tout basé aussi sur disponibilité. Là. C'est pas n'importe quel avion qui a juste un bombe à épée planté dedans, juste là pour l'utiliser. Exact. Non, c'est pas moi qui choisis qui se pointe. Là. Puis un aspect intéressant, c'est que l'aviation va faire une analyse ou tout selon la demande. Fait que si je fais une demande pré-planifiée, eux autres vont dire ils engagent des tanks, ils engagent au niveau d'un escadron. Fait qu'on parle de 16 véhicules blindés. Fait que je pense tel type de missile, tel chiffre, ça va atteindre l'intention. Fait qu'après ça, moi, je vais attendre, l'avion va arriver, puis il va me dire oui, aujourd'hui, j'ai 4 bombes de 500 livres.
OK, c'est quoi tes types de bombes? Ben, j'en ai 2 qui font, on va dire, les effets sont mieux contrôlés. Ah, OK, parfait, je vais les garder pour le milieu urbain ou proche des amis, dans ce cas-là. Donc, vous avez choisi les munitions disponibles. Qu'est-ce qui se passe après ça? La première étape, parce que j'ai pas signé, OK, voici le plan, si on veut. La seule affaire que j'ai faite, là, au stade qu'on discute, j'ai fait de l'analyse. Mhm. Fait que moi, je vais voir au commandant terrestre. Hey, boss, écoute, je dis, moi, j'ai l'intention d'employer, je recommande une munition, je peux dire une bombe de 250 livres, mettons. Les amis sont trop proches. Je recommande une bombe de 250 livres. Il n'y a pas beaucoup d'effets à fermentation, entre autres, qui va un petit peu comme l'idée d'une grenade, là. Il y a des morceaux qui envolent partout, puis c'est ça le but, là. Ben, j'ai une bombe qui ne fait pas ça, fait qu'il n'y aura pas d'effet aux amis. Parfait. Le boss va me dire, oui, je suis satisfait avec ce plan-là. Il va me dire, vas-y, continue. Moi, je vais me virer bord à l'avion. Puis c'est un côté qu'on ne parle pas souvent, mais c'est quand même critique. C'est que moi, dans la demande 9 lignes, puis toute l'information que je passe à l'avion, il faut que je rende le pilote à l'aise de conduire la frappe. C'est quoi la 9 lignes d'un JTAC? La 9 lignes. La 9 lignes, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner toutes les informations qu'on a besoin pour conduire l'attaque. Vraiment détaillé. On va dire, fait, point de départ de l'avion. Quelle direction qu'il va voler, qu'il peut s'attendre à voler de son point de départ. Quelle distance qu'il peut voler. Quand même critique parce que là, on travaille avec des avions qui voyagent à 1600, 1800 km/h, Mach 1.2, 1.4. Fait que eux, là, moi, je suis comme, ouais, il est proche, ouais, il est peut-être pas proche, là, parce que l'inverse aussi existe. On travaille avec des A-10 américains ici et là, des A-10, puis eux ne volent pas vite, là. Eux, fait que la distance est importante. Mais bref. Suivi de l'élévation de la cible, qui est quand même très critique pour plusieurs choses, surtout quand on emploie sur des coordonnées GPS, par exemple. Il y a des bombes guidées au GPS. S'il n'y a pas l'élévation, ben ça ne marche pas. Tout simplement, ça ne frappera pas à la bonne place. Fait que l'élévation, une petite description de la cible. Après ça, les coordonnées GPS de la cible, suivi de qu'est-ce que nous autres, on va dire, le type de marquage. Le type de marquage va varier selon la mission. Ça peut aller de désignation par laser. Fait que moi, j'ai un petit pointeur laser. Sinon, ça peut être par frappe d'artillerie. Fait que l'artillerie, eux, ont des rondes que quand ils tombent, ils font de la fumée. Je peux dire à l'avion, hey, tu vas regarder pour de la fumée. 100 mètres à l'ouest, à CB là. Exemple. Après ça, l'ami le plus proche, il est où? Fait que là, on en revient là, à vraiment la tâche critique de s'assurer sont où les amis et de faire la différence entre les deux. Les ennemis les plus proches sont à 500 mètres à l'ouest. OK. Fait que l'avion comprend un peu qu'est-ce qui se passe au sol. Après ça, j'ai dit, après ta frappe, je veux que tu retournes à telle location, telle altitude. Et la dernière petite catégorie d'informations, c'est les remarques et restrictions, que nous autres, on appelle. Puis, remarque, on peut mettre de l'information un petit peu genre, hey, en passant, voici ce qui va se passer. Mais les restrictions sont vraiment importantes. Parce que c'est là, en tant que JTAC, que c'est là que l'avion va vraiment savoir, hey, t'as pas le droit de faire telle affaire, parce que les amis sont trop proches. Fait qu'avec toute cette information-là, il va se garder le droit de dire non à la frappe, le droit de veto, si on veut. S'il y a des questions, il va me dire hey, j'ai des questions. Sinon, il ne va rien dire puis on va conduire la frappe. Mais lui aussi, il faut qu'il soit confiant dans la frappe. Ouais, le pilote est bon. Good to go. Là, on va tomber dans la phase d'exécution où c'est que là, si on a tout bien fait notre job, on peut voir le résultat de la frappe. Et quelle sorte d'outils est-ce que vous utilisez pour faciliter ça? Parce que c'est sûr que ça, c'est beaucoup, même dans un contexte que, disons, c'est un commandant sur le champ de bataille, il y a le JTAC qui assiste un avion à faire ce qu'ils ont à faire, puis il y a le pilote. Entre ces trois personnes-là, c'est beaucoup d'infos pour trois personnes à gérer dans un espace de champ de bataille qui peut couvrir des centaines de kilomètres. On a un bac d'outils vraiment énorme. Puis le cours de JTAC, puis même par après l'entraînement, une des facettes cachées, c'est de donner l'expérience au JTAC pour qu'il puisse choisir le bon outil au bon moment. Là, j'ai déjà parlé un petit peu de désignation laser. Okay? On a un laser à peu près la grosseur, je dirais, ceux qui sont familiers un peu avec les Xbox Slim ou peut-être un petit peu plus petit qu'une boîte de souliers, tiens. Boîte de souliers un petit peu plus petit sur un trépied, que moi, je peux, en parenthèse, guider la bombe. Un peu le même principe que si j'avais un chat à la maison avec un pointeur laser sur le mur. Bon exemple, nice.
Inquiétez-vous pas, c'est quand même plus robuste que juste ça. Là. Ouais, Puis j'ai eu le plaisir à le faire avec des B-52 qui étaient à 22 000 pieds d'altitude. Puis larguer ça, puis ça a pris 45 secondes avec la bombe à tombe. Puis la bombe a tombé à 5 mètres du véhicule. Là, fait que c'est un système très efficace. Il y a ça, j'ai parlé d'utilisation des coordonnées GPS. L'avion peut générer des coordonnées GPS, mais j'ai aussi des jumelles qui peuvent générer des coordonnées GPS que, selon la situation, je pourrais dire au combattant terrestre que oui, on peut atteindre son intention avec ces coordonnées-là. Je suis à l'aise à larguer une bombe là-dessus, là, s'il me donne le feu vert. Il y a une autre forme de laser pour ceux que la vision nocturne, en parenthèse de nuit. Fait que c'est qu'on parle d'infrarouge, là. Ceux qui sont dans l'armée l'ont tous déjà utilisé, mais nous, on en a un, je dirais, quand même assez puissant. Là. On a déjà pointé des cibles à 1400 mètres ish. Ah ouais. Fait que il y a ça. Tu sais, j'ai parlé du système de caméra de l'avion. Un des outils on a la capacité de voir en live qu'est-ce que le système de caméra regarde. Moi, je prends l'avion, puis je dis « Hey, garde la grange, etc. » Ben, à la place, quand je regarde dans le feed, je fais juste dire « Qu'est-ce que tu vois là? » Je vois, ça a l'air d'être un tank parfait. Ça, c'est ta cible. Fait que des outils vraiment très variés. Là. Puis ça vient pas juste de nous autres aussi. On a des éléments qui peuvent nous supporter. Au Canada, on a eu des discussions un peu, ceux qui sont familiers un peu avec les Blackjack qui s'en viennent. Des sortes de drones. Ouais, c'est ça. Puis les capacités de ce drone-là ont quand même été impressionnantes. Puis il y a des affaires qui peuvent nous aider dedans. Fait que, tu sais, ça vient pas juste de nous, même les ressources. En termes de plateforme, vous avez fait mention d'un A10 ou peut-être un B-52. Il y a beaucoup d'avions qui existent. Est-ce que ça a un impact sur comment que vous pouvez exécuter vos tâches? Énormément. Le B-52, c'est un bombardier stratégique. Guerre froide, grosse affaire, là, de t'entendre ça venir. Incroyable. C'est quand même assez rapide, considérant qu'est-ce qu'il peut emmener sur le terrain, mais beaucoup de considérations. On ne manœuvre pas, on ne fera pas ce qu'on appelle une frappe aérienne sur un anti-air à bas niveau. Il ne viendra pas à bas niveau. Là. C'est ça, hein? Ouais. Mais il y a eux, on va avoir les avions de chasse classiques, les F-18, puis eux aussi emportent beaucoup d'aspects. Eux vont jouer, je dirais, un petit peu les deux rôles. Ils sont capables de rester à haute altitude, puis ils sont capables de venir en bas. J'ai parlé des A10, que là, on parle d'avions qui sont beaucoup moins vite, mais qui ont de l'arsenal. Puis eux, en parenthèse, leur spécialité à eux, leur signature, c'est qu'ils comprennent beaucoup plus la manœuvre terrestre. Mm-hmm. Et sont beaucoup plus attachés au niveau de l'information. Fait que ça nous permet d'accélérer certaines étapes. Puis je sais que je fais affaire avec un pilote que s'il regarde le sol puis il me dit « Hey, les amis sont à gauche, les amis sont à droite », ben je peux lui faire confiance là-dessus. Je sais qu'il est capable de tirer cette information-là. C'est ça. Il y a les hélicoptères d'attaque. Les hélicoptères d'attaque ou tout, c'est un élément qu'on travaille avec. Que eux, c'est... Là, on change de procédure totale parce que là, normalement, je vais avoir des allers-retours, je vais dire des cercles dans le ciel pour l'avion, une parenthèse pour garder une position. Lui, il faut que j'y trouve une place là, pour qu'il fait du survol. Là. Ouais, il y a toujours un tas de mouvement sur un champ de bataille. OK, tactiquement, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'il y a une zone ouverte, pas d'arbres, ils vont aller se parquer, ils vont se descendre bas, se cachant entre les arbres, puis ils vont rester là jusqu'à temps que la frappe est autorisée. Fait qu'eux, il faut que je les aille plus proches de la zone de bataille. Puis eux aussi, comme les A10 en général, sont intégrés un petit peu plus avec l'élément au sol. Fait qu'eux aussi ont beaucoup de connaissances. Il y a deux autres éléments. Un que je n'ai pas eu le plaisir à travailler encore avec. Ceux qui sont familiers avec les Call of Duty, les AC-130. Fait que si je dis des gros avions cargo avec des armements sur le côté, là, ouais. Il y a des procédures pour eux, puis eux, c'est encore une fois vraiment une différente game quand eux autres arrivent là. Finalement, la dernière option que je dirais, c'est les drones. On en a commencé à en parler un peu. Ils ont de plus en plus une présence sur le terrain. Puis des drones armés, je dirais, ils n'iront pas peut-être éclater un objectif comme un F-18 avec des bombes de 500 livres. Mais qu'est-ce que le drone peut apporter, par contre, c'est dans notre élément ISR, en bon anglais, fait que tout ce qui est intelligence, surveillance et reconnaissance. Eux peuvent vraiment me donner beaucoup d'informations, pas juste à moi, en fait, au commandant terrestre aussi. Mais une affaire qui peut aider aussi, c'est faire du guidage pour les autres avions. En gros, je viens juste de nommer pas mal toutes les plateformes, genre les styles de plateforme qu'on peut travailler. Fait que vous pouvez voir que les échantillons sont très larges. Il en manque pas. Exact. Ben, je pense qu'on a couvert la job assez. Comment est-ce que quelqu'un devient JTAC? Comment ça marche?
La procédure, c'est quand même assez long, puis ça a quand même des étapes. Okay? Fait que la première étape, on va commencer avec ce que nous autres, on appelle un précours. Fait qu'un petit peu, c'est un mélange de donner l'information de base nécessaire pour que quelqu'un aille sur le cours, mais ça a aussi un but de voir comment les candidats interagissent avec cette information-là, comment ils l'appliquent. Fait qu'on fait un petit 2 semaines, une semaine que c'est, en parenthèse, c'est retour à l'université. Là. Ouais, c'est ça. Après ça, on va faire une semaine dans des simulateurs, dans un monde ou avec des avions s'ils sont disponibles à ce moment-là pour voir comment le candidat va réagir. Et là, on va recommander d'aller sur un cours. Mm-hmm. Le cours comme tel, le cours formel, qu'est-ce que ça a l'air? Cours de JTAC, on parle à peu près c'est un 3 mois, fait qu'à peu près 1 mois et demi, 2 mois de leçons pratiques. Et après ça, 1 mois de force contrôle aérienne. Fait que ça, c'est fait, certificat, tu vas t'être recommandé à être muté à l'unité d'artillerie. Mais là, c'est pas fini. Parce que ça, comme au Québec avec le système de licence, que là, on t'a juste donné ton permis que c'est ça. tu peux conduire avec papa là, ou maman. Là, tu peux pas contrôler tout ça là, encore. C'est pas fini. Là. C'est ça. Fait que tu arrives à l'unité. Là, on va passer, en moyenne, c'est 6 à 8 mois à te donner de la formation additionnelle. Après ça, tu vas enfin passer évaluation avec des JTAC-E de d'autres brigades pour voir si tu étais sécuritaire pour être déployable. Si tu réussis ton évaluation, là, tu vas être considéré déployable et pouvoir contrôler tout ça sans supervision. Grosso modo, c'est pas mal ça pour le trajet de JTAC. Qu'est-ce que ça a l'air? Et en principe, tu es arrivé à l'unité. Oui, OK. Fait qu'en sortant du cours de JTAC, avant le 6 à 8 mois, le dernier, tu vas être muté à l'unité d'artillerie selon la brigade. Là. Fait que dans mon cas, à moi, j'appartenais au 12e régiment blindé du Canada avant, fini le cours, muté au 5e RASC pour finaliser mon entraînement. Et là, je suis resté jusqu'à la fin de mon temps à la cellule. Là. Et une fois que ça c'est fini, c'est comme considéré comme une mutation standard dans l'armée. Là. Fait que t'es MTL. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous conter votre histoire. C'est super cool. Ça me rend chaud au cœur d'entendre des bonnes histoires d'armée, dans le fond. Ah, ça me fait un réel plaisir de genre discuter avec le monde puis répondre aux questions parce qu'à la fin de la journée, nous, on dit souvent un bon JTAC va faire de la déconfiction, mais un excellent JTAC va faire de l'intégration. Puis à la fin de la journée, c'est ça notre but. C'est maximiser les impacts qu'on peut avoir sur le terrain tout en gardant ça sécuritaire. Parfait. Ben, merci encore. Merci à toi, Adam. Ça, c'était le capitaine Jonathan Gilbert qui fait partie du 5e régiment d'artillerie légère du Canada. Moi, je suis capitaine Adam Horton pour le balado de l'armée canadienne. Prenez soin de vous.